Valentin Lacroix. J'ai 28 ans. Le président et cofondateur de la société Emerwall, qui fabrique des matériaux d'isolation thermique et acoustique à partir de bagasse de canne à sucre en Martinique. D'accord. Donc, Et quel est ton parcours justement? Est-ce que tu es né dedans, tu es tombé dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as fait comment dire, une formation ou tu as un diplôme qui t'a permis d'être là-dedans? Et pourquoi justement ce secteur-là, la transformation de déchets agricoles en un produit à haute valeur ajoutée? ouais, bien sûr. Alors je suis. Mon père est guadeloupéen, j'ai grandi en Guadeloupe et Mhm, donc j'ai fait mes études à Gourdeliane à Bémao, puis au lycée de Pointe-Noire, au LPO de Pointe-Noire, où mhm. j'étais en STI 2D, donc option énergie-environnement. Donc D'accord. depuis tout petit, l'énergie, l'environnement, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et Mhm, j'ai poursuivi mes études après le lycée en allant en France hexagonale pour justement rentrer en école d'ingé. J'ai fait une école d'ingé c'est l'UTBM en prépa intégrée, que j'ai pas, ça n'a pas trop marché. J'ai fait supplémentaire, enfin, c'était un peu la galère. Puis je me suis réorienté, donc ça c'était en 2013. J'ai fait 4 ans quand même dans cette école. Je me suis réorienté ensuite à l'UPEC, donc mhm. l'université Paris-Créteil en Seine-et-Marne, où j'ai fait une licence gestion rationnelle de l'énergie électrique, toujours D'accord. dans le domaine, et où ça s'est plutôt bien passé puisque j'avais certainement acquis des compétences et des connaissances grâce à la prépa intégrée. Et donc à ce moment-là, je me suis dit que c'était important pour moi de... Ça m'a un peu conforté dans l'idée que j'avais finalement la capacité d'être ingénieur. Simplement, c'était peut-être pas le bon moment. Enfin, j'étais pas prêt. Et donc, j'ai retenté ma chance cette fois à l'ESSILV, qui est une école d'ingénieurs située à Courbevoie, en région parisienne. J'ai fait cette dernière formation à l'issue de la licence, où ça s'est très bien passé et où j'étais vraiment dans une filière qui s'appelait énergie nouvelle. Et j'avais remarqué, alors je me suis fait des amis durant tout ce parcours, hein, académique, et j'avais remarqué avec quelques-uns d'entre eux qu'il était possible de récupérer le blé, le lin, la paille pour en faire des matériaux de construction, notamment isolants. Et donc petit à petit, l'idée est de développer quelque chose avec les ressources que je connaissais, donc les cannes, bananes et autres, donc ressources de Guadeloupe ou de Martinique, son chemin. Et lorsque je suis arrivé en dernière année d'école d'ingé à Paris, à Courbevoie, je me suis dit, OK, c'est le moment de créer la société Emerwall, donc pour récupérer les ressources, donc déchets agricoles que les distilleries produisent, hein, qui est une fibre en fait, hein, qui est un résidu fibreux une fois qu'elles ont extrait ce qu'il fallait pour faire le rhum. Et c'est également lié au bâtiment, qui est un secteur que je connaissais plutôt bien, puisque je faisais une alternance en école d'ingé dans une société qui a un secteur thermique. Tu vois, tout était lié pour que. Enfin, j'ai fait aussi un peu en sorte que ça soit lié, mais l'idée c'était qu'à la fin de mes études d'ingé, je puisse personnellement être en capacité de diriger la société Emerwall et qu'avec mes associés, on puisse tous ensemble se rapprocher de la réussite avec ce projet à l'époque et cette entreprise maintenant. Super. Alors, tu dis deux choses qui est très importantes et que j'arrête pas de souligner dans ma vidéo. C'est que, un, faites un projet d'entrepreneuriat dans lequel vous êtes excellent dans le domaine, dans lequel vous avez fait des études, même si c'est pas obligatoire. En tout cas, c'est mieux. Confirme? Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup et je dirais que la première chose est complètement, euh, c'est du bon sens. C'est que, tu vois, là, j'ai travaillé jusqu'à 2 heures du mat il n'y a pas très longtemps parce que c'est pas un travail, c'est un plaisir. Donc, il y a ce genre de choses. Lorsque ça devient un petit peu dur, que tu rentres dans l'adversité, eh bien, ça se joue au mental. Et à ce moment-là, il faut vraiment pouvoir kiffer ce que tu fais. Et je pense que le fait de faire quelque chose qui est en lien avec tes études te donne suffisamment d'assurance pour
pour faire des choses en étant serein. Tu n'as pas trop d'hésitation, tu as des doutes, mais tu dis, bon, je peux le faire, j'en suis capable. Et donc, mentalement, c'est très important, ça c'est clair. Et au-delà de ça, bon, tu apprends des choses. Alors à l'école, tout n'est peut-être pas utile, cependant, tu apprends quand même des méthodes, tu te fais des relations, tu as des manières de penser. Je sais que la méthode d'ingénieur a été très, très utile pour, on va dire, travailler en équipe sur un projet plutôt complexe. C'est des choses qu'on a fait sur d'autres types de projets pour des études. C'est sûr que ça aide. Super. Et la deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est que tu n'es pas parti seul sur ce projet. Parce Non, que c'est un point que j'aimerais vraiment sur lequel on se concentre un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et la majorité des entreprises qui se créent en Guadeloupe, je ne sais pas si c'est le cas en Martinique également, mais c'est des entreprises unipersonnelles, que ce soit des auto-entreprises ou des SASU ou une URL, mais il y a beaucoup d'entreprises unipersonnelles. C'est le fameux on n'arrive pas à travailler ensemble, soi-disant. Et finalement, donc toi, tu as réussi actuellement à trouver donc des partenaires. Je ne sais pas si ce sont des personnes d'origine martiniquaise, guadeloupéenne ou autre. Tu nous le diras. Et tu as réussi à peut-être les faire venir tous. Ils sont tous actuellement du coup avec toi en Martinique. ouais, alors, il y a, pour répondre bien comme il faut à ça, c'est pour moi, enfin, j'ai eu beaucoup d'idées de développement de projets, potentiellement entreprises auparavant. Et très rapidement, tu te rends compte qu'il y a des choses, enfin, tu peux pas tout faire. Et si tu essaies de tout faire, ben, tu bâclerais certaines choses, il y aurait des problèmes, alors il y a des personnes qui sont beaucoup plus aptes d'un point de vue compétence que toi. Donc, de base, c'est comme ça. Lorsque j'ai l'idée, donc moi j'ai la vision, on va dire, commerciale et technique sur l'isolation. Euh, mais avant ça encore, ça venait d'une réflexion avec Quentin qui est associé aujourd'hui, que j'avais rencontré dans la première école d'ingé. On discutait de comment reverdir les murs ensemble. Et c'était que utopie philosophique pratiquement. Il est parti, il a fait sa vie, j'ai fait la mienne, et l'idée est restée. Je me suis dit, ok, c'était cool, mais il faudrait réussir à amener un besoin, enfin, du moins à ramener ça vers un besoin. Et c'est en commençant comme ça qu'on s'est dit, oui, en fait, l'isolation naturelle, c'est répondre aux besoins d'efficacité énergétique pour des personnes. Et on a ce côté verdir les murs qui est peut-être un peu plus abstrait, mais qui est toujours présent. Cependant, donc très rapidement, on voit que il faut faire les matériaux. Et là, tu vois, j'étais en école d'ingé donc à Paris et je rencontre Louis Frigo, qui est un vrai pote du collège à Courdeliane que j'ai retrouvé à Paris. C'est un truc de fou. Et je lui dis, et lui, il est plus orienté mécanique et modélisation numérique. Je lui dis, écoute, Louis, toi, je sais que tu adores la méca, les machines, etc. Moi, c'est les matériaux et l'énergie. Et tu vois, tu sens que c'est plutôt une bonne base si tu as un projet de fabrication de matériaux de construction. En plus, il est antillais, je suis antillais, donc si tu veux, c'est l'effort. L'étape numéro 3, c'est vu le projet qu'on imagine et la portée qu'on espère, concrètement l'ambition qu'on donne au projet, il faut financer cela. Et ni lui ni moi n'avions de compétences à ce moment-là suffisantes pour financer ça. Donc, on s'est dit, OK, il faut absolument qu'on aille se rapprocher d'un troisième qui a ses compétences. Et étant donné qu'à l'époque, on n'a rien à offrir d'un point de vue financier, on ne peut pas proposer une rémunération. L'association, c'est vraiment la solution, c'est la solution la plus, je dirais, comment, la moins chère à Moins court terme. coûteuse. Voilà, la moins coûteuse à court terme. Alors forcément, ça sous-entend que dans le futur, si jamais ça fonctionne, etc., tu gagnes un peu moins, mais le principe de base concerne, c'est de se dire, il vaut mieux. Ou tu gagnes un peu plus parce que la personne en réalité que tu vas intégrer est censée te faire gagner plus d'argent que si tu ne l'intégrais pas. C'est exactement ça. Le principe que j'ai, c'est il vaut mieux se partager une petite part d'un gros gâteau qu'une énorme part de rien du tout, d'un tout petit gâteau. Donc c'est vraiment pour ça que ça ne m'a jamais vraiment effrayé. Et puis j'ai beaucoup été je fais beaucoup de sport et du foot.
Et tu sais, voilà, c'est simple, hein, des fois, il y a des gars, ils te sauvent. Hein, le match ne se passe pas bien et c'est eux qui portent l'équipe pour un moment comme ça dans le match et ils font gagner tout le monde. Donc, le travail en équipe m'a toujours semblé évident. Avec le recul, aujourd'hui, je me rends compte que il faut le faire d'une certaine manière. Et ça, je peux comprendre que ça soit une grosse crainte. S'associer n'importe comment, c'est probablement une erreur. Mais s'associer correctement, c'est probablement un vrai bonus. Tu vois, c'est peut-être là où c'est peut-être ça le point clé. Comment tu as trouvé ton troisième homme? Il était dans l'école. J'ai demandé à ce moment-là, j'ai demandé à j'avais un référent pédagogique. Je lui dis, écoute, on a peut-être, je sais plus, on devait avoir 6 cours différents ou 7 cours différents, dont un qui était un cours de projet. Et je lui dis, ok, vous avez proposé des projets, c'est top, mais j'en ai un personnel. Est-ce que je peux le faire? Est-ce qu'on peut le... Il me dit oui, possible, mais il faut que j'aille chercher le statut étudiant entrepreneur. Je ne sais pas si tu connais. Et donc, c'était une formalité simple et basique, hein, c'est pas grand-chose, un petit dossier à remplir. Et puis, tu as le statut au niveau national, tu es reconnu comme étudiant entrepreneur. Ça ouvre le droit à certaines aides, accompagnement et adaptation. Donc, j'ai été obtenir ce statut. Et ce qui est bien, c'est que tu discutes avec d'autres entrepreneurs, enfin étudiants entrepreneurs. Il y en a un qui était dans mon école, dans la partie financière. Il avait son projet, donc je lui ai dit, est-ce que tu peux me conseiller le meilleur de tes camarades? Parce que je voulais absolument que ça marche. Il m'a conseillé quelqu'un. On a échangé un peu avec lui, je lui ai montré mon business plan. Il m'a dit que c'était vraiment pourri et qu'il pouvait clairement m'aider, donc nous aider. Donc ça a été le cas et finalement, de fil en aiguille, il est il a l'entreprise. Donc voilà comment le troisième est arrivé. Puis on a donc à ce Tu moment-là, essaies de faire un entier également ou pas du tout? non, non, pas du tout. Lui, c'est un franco-égyptien. D'accord. Un franco-égyptien, donc rien à voir. Et on était dans la même école finalement, mais lui, c'était spécialité ingénierie financière. Donc, tu vois, ça a été vraiment un choix de compétences plus que d'affinité à ce moment-là. Et puis, ça s'est avéré être un ami par la suite. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et aujourd'hui, on est quatre, et le quatrième, donc, c'est Quentin. Quentin qui, lui, a bossé pendant toute cette période. Il faut savoir que l'entreprise n'avait pas encore été créée, hein, puisqu'il a fallu que les trois se regroupent et qu'on se dise justement comment financer le projet. C'est là où donc, Amir, notre financier, nous a dit ça serait bien d'aller chercher la bourse French Tech, qui est une subvention, j'ai envie de dire la première subvention lorsqu'il est question d'innovation en France, pour un montant assez intéressant. On pouvait aller chercher jusqu'à 30 000 euros d'aide. Et la condition de BPI France, c'est tu donnes 1 euro, on te donne 1 euro, jusqu'à 30 000 euros. Donc l'idée, c'était de trouver des fonds à hauteur de 30 000 euros pour en gagner 30. Ce qu'on comptait financer avec cet argent, euh, c'était la production de prototypes pour nous assurer que l'idée pouvait devenir concrète. Donc c'était des prototypes, ça monte très vite. Ça monte très vite en fait. Donc 60 000 euros, c'était pas un luxe. Donc il a quand même fallu apporter 30 000 euros. Et à ce moment-là, j'ai été jouer un peu de charme auprès de moi, et de voir des potes, la famille, et leur expliquer, bon les gars, j'ai un projet, je pourrais absolument pas vous rembourser puisque je sais même pas si ça va marcher. Est-ce que vous me faites assez confiance pour m'aider un peu à lancer ça, quoi. Puis la chance fait que il y a des gens incroyables sur cette terre qui nous ont fait confiance. Et on a réussi comme ça à amener les fonds, BPI a mis le reste, et ça Donc, s'est vous lancé. avez eu l'intégralité des premiers 30 000 euros en totalité pour que BPI vous finance 30 000 euros également? Ouais, peut-être pas 30 000, mais 25 000. Ah oui, quand même. Bon, c'est déjà énorme pour de la love money, justement. Ouais, 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 on a eu on a été efficace, dis-moi, sur cette opération. Et les premiers euros, ils ont beaucoup de valeur, en fait. Et, il faut essayer de les dépenser avec parcimonie et intelligemment. C'est pas simple, mais ils permettent de gagner beaucoup de temps, en fait. Donc, on a pu, par exemple, faire des essais avec des laboratoires habitués à faire des essais.
au moment où on se disait, bon, on va faire cet essai nous-mêmes, ça nous aurait coûté beaucoup moins cher, mais ça nous aurait pris peut-être 2 ans lorsque le laboratoire te fait l'essai en un mois. Tu vois, on est sur des écarts temporels de ce type. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et c'est pour obtenir la bourse French Tech qu'on a dû créer l'entreprise, puisqu'il faut absolument un SIRET. Donc ça, ce sont vraiment les premières étapes, la genèse. Donc au cours de cette année-là, ça a été intéressant parce qu'on a fini l'école, fini les alternances, et on est passé sur Emerald, mais on ne se payait pas les premiers mois. Donc on a eu peut-être un ou 2 mois vraiment où il n'y avait plus d'argent, et puis on n'a pas. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais comme on n'a pas travaillé après l'école d'ingé, on n'avait pas pu mettre de réserve sur le côté. Bah Donc, oui, parce que tu n'as pas le chomage ou t'as rien, quoi, finalement. on a eu un petit chômage parce qu'on était alternant très faible. Et donc, on a misé ensuite sur les concours, notamment concours Innov. C'est encore un dispositif que propose BPI France qui permet de développer les sujets d'innovation. On a fait le dossier. On a ainsi pu conclure la phase d'essai du matériau, parce qu'on avait quand même eu des résultats assez positifs et encourageants, puisqu'on avait travaillé avec des partenaires de qualité. Et là, la phase qui venait après, c'était OK, on a réussi à démontrer que le produit est faisable. Est-ce que le marché est OK avec le produit réalisé? Alors, juste avant, je n'avais pas fait d'études de marché financier puisque je travaillais dans le domaine et je me suis appuyé sur mes connaissances, mon intuition du moment en grande partie. Mais quand tu commences à réinvestir après, bon, là, il faut assurer le coup. Et je suis donc allé revoir et voir de nouveaux acteurs qui auraient des prospects, quoi, qui ont bien, on va dire, défini le cadre pour que le matériau puisse être développé en fonction. On a eu un retour positif. Globalement, les acteurs étaient intéressés. Et donc, on a pu remiser, réinvestir dans de la R&D pour développer cette fois une solution de fabrication des matériaux. Donc voilà. Donc le deuxième concours, on a été le chercher. Donc là, on a eu une subvention et avance remboursable de plusieurs centaines de milliers d'euros qui se débloquent par tranche. Et on a commencé à rentrer dans les problèmes des problèmes financiers, enfin, des bons problèmes financiers. Hein. Il faut avoir suffisamment de fonds propres. Donc les fonds propres, c'est vraiment l'argent que possède l'entreprise pour aller chercher la somme auquel on a droit au niveau des subventions et autres aides de l'État. Sauf que on n'avait pas encore produit et récupéré d'argent, donc faire des bénéfices, etc. Bref, c'est un petit peu compliqué dans ces moments-là de se financer, en fait. Donc, on a quand même réussi à le faire parce que on a eu, encore une fois, des partenaires qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés à gonfler nos fonds Alors, quand propres. tu dis des partenaires, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Alors, au niveau des partenaires, ce sont des surtout, alors, au début, on n'a pas pu monter les fonds propres tout de suite, donc on a dû aller voir la banque, une banque, pour cette fois nous endetter. Donc là, on va verser des intérêts pour obtenir un montant, mais ça nous permet encore une fois de gagner du temps et de répondre à la demande. Donc, si tu veux, on avait la subvention notifiée avec l'accord, et on a donc été voir les banques qui nous ont fait un prêt-relais sur juste une partie de ce qu'on pouvait récupérer en fonction de nos fonds propres. Donc, c'est pas optimisé, mais ça fait le taf, comme on dit. Ça permet d'avancer. Dans ces cas-là, le tout, c'est de ne pas rester immobile. Donc, c'est ce qu'on Alors, a réussi à faire. je te coupe, hein, désolé, mais juste pour qu'on comprenne bien. Qui a pris le prêt à la banque? Est-ce que c'est vous, en tant que personne physique, qui avez pris le bien et qui avez remonté les sommes qui ont été déposées sur votre compte en tant que capitaux propres dans la société, ou est-ce que c'est la société qui s'est endettée pour avoir du cash?
Là, c'était la société qui s'est endettée sur ce prêt-là. C'est la société qui s'est endettée. Nous, on se disait qu'on pourrait augmenter nos fonds propres en faisant une levée de fonds, en faisant entrer quelqu'un ou une entité au capital, mais ça demandait du temps. Si tu veux, c'est un petit peu, je dirais, de la méconnaissance. C'était la première fois qu'on allait chercher une sub, mais on n'avait pas pensé au fait que les fonds propres devaient être suffisamment élevés par rapport à la sub, puisque nous, on a le projet, mais à ce moment-là, on se disait juste, bon, c'est déjà entre guillemets une chance si on l'a. Si on Et est, si on combien est- de, et combien de fonds propres on vous a demandé pour avoir? Enfin, si tu peux être précis avec les montants, il fallait quoi, 10 000 euros pour avoir 100 000 euros? C'est quoi le rapport? Non, non, c'est toujours un pour un avec BPI. Euh, c'est que tu vas débloquer une aide nous, de mémoire, c'était 280 000 à peu près. Donc, il faut amener 140 000. C'est plutôt ça, quoi. C'est 140, Ok. 140. Donc, du coup, ce qui est intéressant, parce que c'est pour répondre, je suis toujours dans l'optique de répondre à des, entre guillemets, des objections, aux gens qui disent les banques ne prêtent pas aux jeunes entrepreneurs antillais. À l'époque, juste pour rappeler, tu avais quel âge quand tu fais cette demande de 140 000 euros de prêt bancaire? 24 ans, 24, 25 ans. Voilà. Donc, tu as 24 ans, on va dire que tes associés ont à peu près 24 ans. Et pour Ouais, autant, avec un projet bien ficelé qui répond à un besoin, tu arrives à lever 140 000 euros à une banque, tu nous diras d'ailleurs laquelle c'est, et pour obtenir de la BPI une subvention ou un prêt du même montant. Subvention 60% et 40% d'avance remboursable. Est-ce que tu Donc, peux le redire? Pardon, ça a coupé. ouais, je disais que c'était une subvention de 60% et 40% restants, c'est de l'avance remboursable. Donc, qu'on rembourse aujourd'hui. Tu vois, typiquement, le projet est lancé, donc c'est possible de rembourser ça. Super. Et donc, du coup, comment, on va s'arrêter un petit peu sur l'emprunt bancaire. Comment, comment tu fais pour demander 140 000 euros, entre guillemets, donc c'est-à-dire quels sont tes arguments, enfin, comment tu te prépares, etc. Et deux, qu'est-ce que la banque te demande, en fait, comme élément pour demander ce prêt? Alors, comment est-ce que tu te prépares? Alors déjà, l'idée, c'est emprunter, entre guillemets, le montant qui te permet de passer le cap. Nous, à l'époque, on se dit que le cap, c'est, donc on a certifié le matériau, on voit la demande, il faut qu'on arrive à fabriquer localement. Fabriquer localement, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien identifier les machines, le local, les coûts, etc., qu'on va devoir, qu'on va devoir financer. Donc, pour être sûr de taper juste. Et avec le recul, je rajouterais peut-être ne pas minimiser la marge financière parce que voilà, c'est être trop limite, c'est souvent être en dessous. Faut faire gaffe. Donc, il y a de ça. Une fois que tu as bien identifié les choses, c'est quel est le montage que tu fais, que tu vas faire pour aller rechercher ce montant. Comme on restait sur des enveloppes relativement faibles, on est quand même, alors ça peut faire beaucoup, mais en réalité, pour un projet industriel comme on le pensait à l'époque, ça reste relativement faible. Et donc, l'idée, c'était surtout de démontrer que le projet en question s'intégrait, voilà, l'étape de ce projet s'intégrait dans le plus gros projet. C'est-à-dire la démonstration du fait qu'il y a un marché, du fait qu'on soit capable de produire en local, c'était la première étape vers une usine. Donc, des investissements plus intéressants pour les banques et une rentabilité certaine à la fin du processus. Donc, Euh, tu leur offres en fait, tu leur offres une perspective, c'est-à-dire que financez-moi maintenant, ça va me permettre de produire et de répondre à la demande que j'ai déjà identifiée. Et en répondant à cette demande, je vais me dégager un chiffre d'affaires, du cash, qui me permettra de monter encore en puissance. Et là, j'aurai besoin de vous. Et donc, ce sera plus intéressant pour vous, c'est ça? c'est ça, d'autant que euh, qu'est-ce que je, ce que je voudrais dire, c'est à ce moment-là, tu peux, tu peux rater un truc. Enfin, tu peux rater, ça va être chiant, tu vas galérer 5 ans à rembourser ça. Enfin, ça dépend du prêt, ça dépend de la manière dont il est structuré, mais ça va peut-être t'embêter un moment, mais bon,
voilà, t'es pas endetté jusqu'à la fin de tes jours. Tu t'en sors. Donc, c'est le risque, selon moi, qu'il faut prendre. Et à ce moment-là, après, c'est très personnel, hein, ce ressenti. Mais il y avait de ça aussi. Donc, pour nous, c'était important de le faire à ce moment-là. Et on était assez sûr de nous aussi sur la suite du projet. Dans le montage en lui-même, au début, on a aussi identifié tout ce qui était garantie bancaire. Parce que concrètement, ce que les banques veulent absolument, c'est être sûr de retomber sur leurs pieds, justement, comme ça l'est avant même d'avoir des clients. Donc là, il y a des choses qui existent. Il y a Initiative Martinique qui propose une garantie bancaire qui est superbe. Je crois qu'ils nous ont garanti près de 80% du prêt, si ma mémoire est bonne. Et c'est une démarche très simple, hein. C'est un petit peu un accord tripartite entre la banque, le garant et l'entrepreneur, l'entreprise. La banque va proposer un montant. Enfin, l'entrepreneur réclame un montant, la banque fait ça en son offre et le garant se positionne dessus. Donc finalement, sur le 100 000, je dis 100 000, ça facilite un peu la compréhension, mais sur les 100 000 empruntés, tu as 80 000 qui sont garantis par un organisme tiers. Il te reste 20 000 qui sont littéralement à toi de rembourser si vraiment ça capote. Et logiquement, tu vois, nos fonds propres étaient de 30 000. Je ne sais pas si on avait déjà acquis du matériel à l'époque, peut-être déposer un brevet, non pas encore. Mais bon, tu peux trouver des moyens de rembourser ce qui n'est pas garanti par l'organisme tiers. Donc tout ça fait que, à la fin, personne ne se retrouve lésé s'il y a faillite, si ça ne marche pas, et c'est ce qui fait que ça se débloque. C'est ce qui fait que ça se débloque. C'est important parce qu'effectivement, il y a peut-être parfois un certain blocage psychologique en se disant je vais emprunter beaucoup à la banque. Ben ça veut dire que je vais devoir rembourser au cas où ça ne marche pas. Ce qu'il est important de comprendre et de faire comprendre surtout, c'est que, vous avez une structure juridique indépendante, donc qui a la faculté de personne morale, qui supporte la dette. La dette n'est pas sur votre tête, elle est sur la tête de votre entreprise, de votre société. Ça, c'est la première chose. Quand bien même en fonction des garanties, il peut y avoir une caution solidaire des entrepreneurs. Je ne sais pas si c'était votre cas. Nous, on n'avait pas fait de caution solidaire sur ce Super, prêt. parce qu'il y avait la garantie BPI ou non, Initiative Martinique, c'est ça? En ce qui nous concerne, sur ce prêt-là, c'était Initiative Martinique. C'est Mais ça. je sais que le pays a essayé de proposer garantie. Super. Et donc, du coup, ça permet de se dire qu'avec l'argent que j'achète, avec l'argent, pardon, que j'injecte dans la société, je vais acquérir ce qu'on appelle comptablement des immobilisations, donc en fait du gros matériel. Et si demain ma société fait faillite, en fait, la banque va pouvoir saisir ce gros matériel et vendre le gros matériel et avec l'argent, entre guillemets, se rembourser. C'est un peu la C'est ça. logique bancaire par rapport aux garanties des prêts, etc. C'est ça. Juste un résumé du coup de toutes tes étapes de financement. Donc c'est je remporte un premier concours en tant que étudiant entrepreneur. Donc j'avais besoin de 30 000 euros pour lever 30 000, donc 60 000 euros. Donc premier levée de fonds finalement en tant qu'étudiant entrepreneur d'un total de 60 000 euros à peu près. Deux, je refais un autre concours qui me permet d'avoir donc encore du cash. Et c'est à ce moment-là que tu as besoin des 140 000 euros encore ou c'est en troisième phase, ça? Ouais, c'est ça. Le milieu du bâtiment est très réglementé. Donc, les produits qu'on sort répondent à des certifs précises. Tu as des essais qui coûtent 600 euros, mais tu en as qui coûtent 5 000. Il y a toute la fin de la certification matériaux qu'il fallait faire. Plus après, c'est la production de ceux-là qui nous a coûté. Et à ce moment-là, on commence à se payer. Donc, on a aussi intégré le fait qu'on était nous-mêmes salariés. Alors, on se versait le SMIC, mais on était quatre. Donc, tu vois, ça représentait une charge importante. Ça représente toujours une charge importante, c'est relatif pour l'entreprise. Et c'est nous-mêmes. Donc, il y a un peu de ça aussi. À ce moment-là, on est en 2022.
Et la grosse partie de tout ça, elle s'est faite depuis la France hexagonale, parce qu'on y était encore tous. 2022, enfin, fin 2021, on a un premier, donc Amir, qui vient en Martinique. 2022, je viens personnellement en Martinique, définitivement lui et moi. Comme on est en train de se demander comment on va industrialiser notre processus, donc il y a beaucoup d'opérations qui sont encore sur la France hexagonale, avec les machinistes, les partenaires industriels, etc. Et c'est Louis, notre responsable industriel, qui s'occupe de ça. Il y a une logistique à préparer, parce que là, on va faire de l'achat de machines, donc pour s'assurer que les machines sont fabriquées, envoyées correctement, etc. Parallèle de ça, tu as encore une grosse phase de certification. Donc ça, c'est plutôt Quentin qui est là-dessus. Parce qu'on a Quentin qui a rejoint l'équipe en fin 2021. Comme je te disais, c'était le premier avec qui j'avais échangé sur ce sujet, mais il avait été faire sa vie, il travaillait chez Bouygues, et il a dans sa manière de travailler une forte capacité à, comment est-ce que je peux dire ça, mener à bien les projets assez complexes, tu vois. C'est un, c'est un, ouais, c'est un bon meneur d'hommes quand il arrive à mener à bien les projets, à les concrétiser. Et on arrivait à tous les trois à voir à peu près comment il fallait faire ci, comment il fallait faire ça. Je lui ai demandé s'il voulait bien s'engager auprès d'Emerald avant de. Parce que je me suis dit, s'il rentre dans le salariat, il aura un bon poste, ça va être compliqué après. Donc, C'est j'étais ça, le ça va voir être compliqué de le débaucher. voilà. Donc, je suis allé le voir un peu avant et il me fait l'honneur de nous rejoindre. Et tu vois, ça nous aide énormément aujourd'hui et je pense que lui-même est très heureux. Donc, il est plus orienté produit et technique. Et donc, il a géré cette phase avec, donc en restant en France hexagonale. Puis en courant 2022, donc, il nous a rejoint définitivement en Martinique. Puis c'est au tour de Louis qui est venu. Louis est venu une fois que le dernier conteneur partait du Havre. Donc, pour venir installer tout ça ici. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et donc, pour faire ça, il a fallu encore une fois faire une troisième levée de fonds. Et cette fois-ci, on a fait une levée peut-être 250 000, 300 000 euros, puisqu'on s'est fourni en matériel de production. On a loué un local. Donc là, quand tu fais louer un local, tu payes les cautions, tu payes, enfin, c'est comme un appart. Mais taille locale de production, il y a 360 mètres carrés, c'est un petit peu plus cher. Les assurances, etc. Bref, tout ce setup, on a tout financé ça avec cette fois un prêt d'honneur. Donc là, c'est un prêt personnel que j'ai souscrit pour venir gonfler nos fonds propres. Parce que ça, tu l'amènes en mince, le terme m'échappe. Ce ne sont pas c'est pas du capital social, c'est du. Bon, le terme m'échappe, mais ça rentre dans les fonds propres. Ah, en compte courant d'associé. Voilà, exactement. Donc ça rentre en compte courant d'associé. Tu peux venir ensuite présenter ces fonds propres, donc capital compte courant d'associé auprès des investisseurs ou financeurs en tout cas. Et en ce qui nous concerne sur cette OP, qui s'est positionné, on a eu encore une fois les banques. Alors c'est Crédit Agricole qui nous a suivi la première fois, c'est Crédit Agricole qui nous a suivi la deuxième fois. Donc on les a eu eux. On a eu une aide des préfectures. C'est revitalisation, ça s'appelle. Air France a fait des licenciements économiques quelque part dans les Outre-mer sur plusieurs postes et a dans leur politique RSE, ils ont le fait de, je dis compenser, c'est peut-être pas le bon terme, hein, mais c'est un peu l'idée, en aidant des entreprises comme les nôtres, plutôt environnement, social, sociétal. Donc, on a récupéré 50 000 euros comme ça. C'est une énorme somme. Et ça a été fait grâce au concours des dettes et des préfectures. Donc, les dettes, c'est le service économique au sein des régions. Et donc, c'est Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion qui sont mis d'accord pour que ces sous nous reviennent dans le but de créer des emplois, en fait. Donc, ça a compensé un peu les licenciements côté Air France. Donc, on a eu ça qui est venu gonfler là,
il y a eu une tranche, parce que le concours dont je t'ai parlé tout à l'heure, on n'a pas débloqué les 280 000 d'un coup. Donc il y a eu une tranche qui a aidé au financement de la fin des études et des essais de production, de prototypage auparavant. Il y a une autre tranche qui a été intégrée à cette opération d'atelier, de montage de l'atelier. Et enfin, la défiscalisation jardin, si je ne dis pas d'erreur, ça doit être ça le dernier point, gros montant. Donc on est aux Outre-mer, on a la possibilité d'obtenir une défiscalisation en un coup. Donc en fait, c'est une incitation fiscale à l'investissement. Et donc nous, on a investi dans des machines neuves. Et dans ce cadre, tu peux obtenir, nous on a dû obtenir 25 ou 30% du montant de l'investissement. On est passé par un partenaire, cette fois c'était Interinvest, qui est un habitué des processus. Donc c'était aussi important pour nous, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, on voulait que ça se passe bien et vite. Donc voilà, quand tu globalises le tout, au total, le prêt lui devait être de 100 000 euros, à peu près, je crois. Donc on a fait 250 000 euros levés, ça nous a permis d'avoir l'atelier. Et depuis, on tourne. Il y a eu quelques améliorations, puisque on a mis 250 000 euros, mais il fallait peut-être rajouter encore un peu de travaux électriques, de l'amélioration ici ou là. Donc au total, peut-être 350 000. Sachant que l'objectif n'était pas d'être Crésus, mais de démontrer que ça fonctionne sur le territoire et qu'on peut produire localement nos matériaux. C'était vraiment l'idée derrière. Toujours dans une idée de minimiser les investissements pour démontrer et avoir des preuves de marché, des preuves qu'on puisse amener en vue du passage à l'échelle. Alors, je te pose une question plus ou moins sensible, hein, en fonction de la sensibilité de chacun. Tu as un produit qui peut venir concurrencer d'autres produits qui sont importés. Et donc, il y a toujours cette petite musique, encore une fois, de personnes qui vont dire oui, tu vas concurrencer les gros, tu vas concurrencer les béquets, on va pas te laisser, ta marchandise va... enfin, quoi que tu importes pas, donc il n'y a pas de problème de coincer ta marchandise sur le port. Mais voilà, quoi, on va te mettre des bâtons dans les roues, etc. Comment tu as est-ce que tu ressens, est-ce que tu as vécu des difficultés où tu te dis, tiens, c'est bizarre, il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer, ou au contraire, tu es dans ton couloir, même s'il y a des méchants qui te crient des méchants mots, entre guillemets, tu t'en fous, ou est-ce qu'au contraire, tout le monde est émerveillé par ton produit et les soi-disant méchants ont envie de t'aider également, ou les méchants n'existent pas, c'est juste l'humain, point. Ah ben, je pense que ça évolue beaucoup en fonction du projet et des moments. Depuis qu'on a créé l'entreprise, je pense que je suis passé un peu par tous les stades. Très parano, pas du tout. Tu vois, il y a un peu de tout. Au tout début, on se disait, putain, si on en parle à quelqu'un, on est foutu. Puis, bon, en fait, tu vois, maintenant qu'on est à l'atelier, quand on voit le travail, l'effort qu'on met dedans, on est que nous qui pouvons faire ça, quoi, parce que je pense que c'est pour n'importe qui, tu vois, le boulanger qui se lève tôt le matin et qui fait son pain, ah, il est courageux, quoi. Moi, je pense que j'aurais pas la foi d'aller faire du pain si tôt, tu vois. Déjà, faire du pain, même en étant bien chez moi, c'est pas possible, alors. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Euh, il y a beaucoup de ça. On m'a peut-être mis des bâtons dans les roues, on m'a peut-être pas mis des bâtons dans les roues. Franchement, j'en sais rien du tout. Je pense pas. Je pense qu'au contraire, beaucoup de gens ont essayé de m'aider personnellement. Beaucoup de gens ont essayé de nous aider collectivement. Je pense que c'est plus ça la réalité. Béquet, pas béquet, étranger, pas étranger, État, pas État, CTM, pas CTM. Le truc, c'est que il y a des réalités locales, tu es obligé d'en tenir compte. Stratégiquement, il y a des liens qui existent entre, tu vois, nous, on récupère la bagasse de canne à sucre, elle est produite par des distilleries qui appartiennent à de grands groupes qui ont aussi des entreprises dans la construction, dans la distribution, dans l'agriculture, dans la logistique. Donc ça, il faut en avoir conscience, mais je dirais que c'est plutôt de la stratégie. C'est-à-dire, si c'était ma société qui possédait toutes ces entités, je me dis que je la jouerais. Si je, si je peux développer peut-être quelque chose qui est déjà dans mon groupe,
en toute logique, je le ferai, sans même me dire que c'est frère, cousin ou autre. Donc ça, c'est la base. Je reste, après, je suis ingénieur, hein, donc j'ai peut-être plus cette approche pragmatique. Maintenant, je suis aussi entier, donc je sais que voilà, on a la manière de travailler. J'ai des gars qui sont venus bosser ici, c'est des coups de main, quoi. Je connais. J'ai une cousine ou une tante, si je peux leur donner un coup de main, je me dis, ouais, je comprends ça dans la culture, en fait. On a encore ça. Donc, Alors, j'ai pas bien compris ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme ils t'ont vu créer ton entreprise, créer une usine, qui veulent venir travailler avec toi, c'est ça? Et non, enfin, qui te disent embauche-moi parce que j'ai pas de boulot? alors, ça, tu le retrouves. Ça, tu le retrouves. Des choses que, tu vois, je m'en suis rendu compte quand je suis allé à La Défense, voir Saint-Gobain dans la Tour. Donc, Saint-Gobain, très grande entreprise. Je suis allé comme ici. C'est-à-dire que j'arrive, pas de rendez-vous, et je me dis, putain, en fait, à l'accueil, ils m'ont coincé, les gars. Ils m'ont dit, non, mais vous allez où? Vous pouvez pas remonter voir un tel directeur ou quoi, ça ne se fait pas. Alors qu'ici, typiquement, il y a des entreprises, si je ne me déplace pas, je peux avoir appelé, envoyé des mails, si je ne me déplace pas, jamais j'ai un retour. Le gars a vu le mail 25 fois, mais si je ne me déplace pas. Et tu vois, donc c'est plus une question culturelle. Ça joue. Ça joue. Mais tu sais, on a toujours, entre guillemets, obtenu ce qu'on voulait. Parce qu'il y a des fois où on a fait ce qu'il fallait, il y a des fois où on a attendu le temps qu'il fallait. Ça va pas toujours. Enfin, c'est qu'il y a je pense qu'il y a des moments où c'est comme ça, quoi. Tu vois, là, il y a une grève qui commence début septembre, qui a été annoncée, etc. Je flippais parce qu'on attendait une machine et on l'attendait depuis juillet. Je me suis dit, il faut qu'elle arrive absolument sur la fin août, parce que si elle arrive après le début de la grève, bon, ça peut durer longtemps, quoi, on connaît. Donc, à un moment, j'appelle des personnes, je dis, ouais, est-ce que vous pouvez m'aider? Je sais que c'est au niveau de la douane. Est-ce que vous savez si je dois appeler, je dois pas appeler, je dois me déplacer, je dois pas me déplacer? Puis c'est mon père, ancien douanier, qui me dit, franchement, ça sert à rien d'appeler. 2 heures après, le truc était débloqué et il ne s'est rien passé. Il a appelé personne, j'ai appelé personne. Ça, c'est juste la patience. Donc, je pense qu'il faut essayer d'anticiper au maximum. Au pire, qu'est-ce qu'on perd? Du temps et de l'argent. Normalement, c'est sûr que, tu vois, si nous, on fait un projet qui est plutôt innovant, mais je me dis, si j'essaie un Leclerc ou en développant un truc innovant, bah, j'aurais peut-être plus de difficultés, mais en Martinique, en Guadeloupe, dans le monde entier, quoi, parce que je m'attaque à des très très gros poissons. Aujourd'hui, dans notre secteur, il n'y a personne qui fait ce qu'on fait. Donc, il y a aussi un petit peu de ça, je pense. Et je pars toujours du principe qu'il y aura toujours des problèmes qui vont surgir, mais c'est normal. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Le tout, c'est, selon moi, d'avoir des partenaires euh, puissants, d'avoir des, comment dire, d'avoir préparé en amont pour que lorsque le problème surgisse, bon, ce soit handicapant, mais que ce ne soit pas bloquant. Donc, en ce qui nous concerne, on s'est très vite rapproché des services de l'État, de la CTM, des institutionnels. On est connu auprès des services qui sont là pour aider les activités économiques à se développer. Donc, j'ai envie de te dire, si j'ai un problème de cet ordre, bah, j'hésiterai pas et j'irai me plaindre, quoi. Mais je pense que ça n'est pas arrivé et je pense pas que ça arrivera. Tu vois. Et puis bon, maintenant que les gens ont aussi des billes dans ta société, enfin à travers des crédits, forcément ils ont intérêt à ce que la société fonctionne pour que vous puissiez les Les flux, rembourser. Et les rembourser bah ouais, aussi. c'est des Donc, flux, tu vois. est-ce que tu dirais justement, et pour clore un petit peu ce chapitre, faut-il être parano quand on entreprend, est-ce que tu dirais que justement le fait de pouvoir fédérer rapidement, à l'extérieur, avoir un discours séduisant en fait, est-ce que je reposais ma question, est-ce que pour pénétrer un marché, il te paraît comme étant essentiel évidemment d'avoir des capacités en fait humaines, un capital humain important, c'est-à-dire que c'est pas juste il faut avoir de l'argent, mais il faut aussi avoir des compétences, avoir un discours, savoir en fait, comme je dis, pitcher pour intéresser et pour fédérer, en fait. Bah ouais, encore une fois, ça dépend beaucoup du marché, de ce que tu vends.
Je me dis, tu vois, un mec qui doit acheter un truc très technique, très technologique, qui répond à un besoin précis, genre, je sais pas moi, un truc contre je dis une bêtise, mais un truc qui traite les cancers, là, qui me plaît pas, j'ai tellement besoin de la solution, ça va passer, je pense. Mais quand tu es en train de développer quelque chose qui bouscule un petit peu les normes, tu vois, il y a de la laine de verre, de la laine de roche que tout le monde utilise à bon marché aujourd'hui. J'aimerais bousculer ça. Il vaut mieux pour moi, je pense, que il y ait un peu de sympathie qui se crée parce que sinon, bon, ça va être compliqué. C'est pas, on n'est pas dans des trucs disruptifs. On ne crée pas ni Google ni Amazon. Donc bon, il faut mettre toutes les chances de son côté. Maintenant, bon, je, non, je reste persuadé qu'il y a. Ça dépend vraiment de ce que tu fais et après de ton caractère aussi, hein. En tout cas, si jamais, moi, j'aime bien aller voir vers les autres, etc. Ça va. Si jamais je n'étais pas comme ça, j'espère que j'aurais eu la capacité de me dire, OK, je ne le suis pas, mais un tel l'est. Vaut mieux que. Est-ce qu'il ne veut pas bosser avec moi? Est-ce qu'on ne peut pas collaborer, quoi? Enfin, je pars du principe que seul, on- c'est top, mais bon, en équipe, en général, c'est quand même plus facile. C'est sûr. Super. Et du coup, je voulais passer à une autre partie donc, de cette interview pour qu'on puisse se concentrer sur, on va dire, ta démarche commerciale, mais dans le sens fournisseur, parce qu'on parlait, pour créer ton produit, donc les panneaux isolants à base de bagasse, il te faut forcément de la matière première. Raconte-nous un petit peu ton approche et la manière avec laquelle tu as justement réfléchi cette approche pour aller voir donc les producteurs, en fait les romeries et autres, et comment surtout tu as été reçu. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que, comme tu dis, bon, il a fallu aller directement sur place et faire preuve de présence? Ouais, ben, c'est un peu tout ça parce que ça commence par je suis étudiant à Paris, j'ai l'idée, et tu vois, à ce moment-là, je fais le salon Big ou entrepreneur, je sais plus, un salon de l'entrepreneuriat à Paris, et je rencontre quelqu'un qui bosse chez les CCE, Comité du commerce extérieur. Donc, c'est des personnes qui ont le bras long, on va dire, dans le dossier commerce en France. Et je lui explique mon projet. Je lui dis, ben, moi, j'ai ça comme projet, mais je suis en France. Je connais personne dans le monde du rhum. Ma famille n'est pas de ce monde-là, etc. Est-ce que vous n'auriez pas un truc? Il me dit, OK, envoie ton pitch, etc. J'envoie. Puis, c'est ben, le directeur de la distillerie du rhum JM, M. Béchaud, qui me revient et qui me dit, Monsieur Lacroix, donc il m'appelle en cours et tout. Je réponds, il me dit, on a 3000 tonnes de bagasse, là, on aimerait bien trouver une solution. Putain, moi, je demandais 10 kilos, tu sais, pour faire un essai. Et il me dit ça. Donc là, déjà, je me dis, bon, ça, c'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant. Ça commence comme ça. Donc, de base, je me dis, en fait, il y a une demande. Donc, c'est plus la même approche. Ça fait un peu comme s'il y avait deux marchés, un pour les matériaux et un pour la bagasse. Je me renseigne un petit peu plus. Je découvre qu'il y a des acteurs comme Albioma qui transforment la bagasse pour en faire de l'énergie électrique, d'autres comme Moldex qui transforment la bagasse pour en faire de l'engrais, qui sont deux solutions qui sont très bien. J'apprends que les distilleries elles-mêmes consomment la bagasse pour alimenter leur chaudière et optimiser leur production d'électricité, etc. Donc, en fait, je me dis, ah ouais, on est sur un marché, mais il est concurrentiel, il y a du monde dessus. Et là, c'est plus une question de comment on se différencie. De la même manière, comment on se différencie sur les matériaux, comment on se différencie pour récupérer la bagasse. La biomasse, c'est de la masse. Beaucoup, 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 beaucoup. Les distilleries, elles ne prennent que ce dont elles ont besoin. Et Holdex prend de la bagasse, mais d'autres matières végétales également, organiques, mais pas uniquement ça, ils ont déjà des partenariats forts. Donc on se dit, OK, on va cibler les distilleries sans contrat, sans partenaire fort, et on va leur demander qu'est-ce qu'elles souhaitent, tu vois. Typiquement, M. Béchaud et sa distillerie JM au nord. Et il nous fait comprendre que bah, il est un peu esselé, il est au nord de l'île, assez loin, que j'imagine c'est pas aussi simple pour les autres acteurs de la filière d'aller se fournir chez JM que sur les autres distilleries. Bref, il a ses contraintes spécifiques. Donc on s'adapte, nous, à ça. S'il faut mettre, je dis une bêtise,
un chauffeur en plus ou un test en plus ou je sais pas moi, il faut un petit peu plus de qualité, on va dire, dans l'offre, bah, on l'amène parce que ça nous assure le gisement. Tu vois, c'est comme ça qu'on a opéré et je pense que c'est une bonne méthode. D'autant que c'est lié à la qualité, donc ça fait améliorer la qualité de toute la filière sur la bagasse. C'est, je pense, une bonne chose. Et on a eu du coup le même son de cloche au sud. Il y a des distilleries tout au sud qui fait le rhum Lamonie, entre autres. Elles ont la même problématique, grosse production. Il y a quand même des excédents. Donc on a amené la même solution. Et tu vois, le directeur de cette distillerie, M. Vicrobec, la première fois que je le rencontre, il me dit, vous faites quelque chose de sérieux ici ou c'est juste pour une étude? Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient, il m'a dit, des gars du Canada, d'autres pays, et que c'était pas concret. Et lui, il voulait surtout une solution Ah, donc il y concrète. avait d'autres personnes, alors excuse-moi, je te coupe, mais donc, pour que je comprenne bien, il y avait d'autres personnes du Canada ou de d'autres pays qui proposaient à peu près la même produit que toi et qui étaient déjà venus en Martinique démarcher les gens, c'est ça? Alors, ils sont venus auprès des distilleries et les démarchés pour récupérer de la bagasse, mais pas pour faire les mêmes produits que nous. Ça pouvait être pour de la cosmétique ou d'autres applications. Mais leur intérêt était le même pour la bagasse. Donc, tu vois, nous, typiquement, tu entends un truc comme ça, bon, là, c'est peut-être un côté commercial qui rentre en jeu, mais tu te dis, bon, en fait, ce qui importe cet acteur, c'est que tu sois physiquement là et que ce soit du concret. C'est pas tant le volume. Donc là, la première chose que j'ai, dès qu'on a pu, on a été le voir, on a récupéré de la bagasse. Il fallait absolument que cet acteur sente qu'on était là, quoi. Et tu vois, c'est comme ça que tu solidifies des liens avec ce genre de partenaire. Et donc tu y vas, tu la récupères, mais ça c'était au début, mais t'as pas d'atelier ou enfin comment tu fais pour la récupérer, tu la stockes où? Bah, aujourd'hui, on la stocke là, on peut stocker 28 tonnes à peu près. Camion. Mais au début, c'est un sac poubelle que tu remplis, enfin, t'en fais 4, et au moins, tu es venu, tu vois. Ça fait un débrouillard, mais c'est concret. Et typiquement, tu vois, je te dis, cet acteur, je pense que ça lui a plu. Et puis, bon, même pour nous, après, voilà, j'ai voulu impressionner, j'ai pris 4 sacs poubelles, alors que j'en avais besoin que de 2. Mais toi, tu te retrouves avec de la matière, tu peux faire des essais, des tests, etc. Donc, tu vois, il y a, il y a de ça. Et du coup, donc faciliter à avoir des contacts avec les responsables des distilleries, parce que ça, c'est vrai. J'ai interviewé un autre, je pense que tu l'as dit d'ailleurs en dentelle, euh, le fait qu'on soit en Guadeloupe ou en Martinique, le fait qu'on soit sur un petit marché, on peut effectivement venir limite à l'improviste et demander à voir le responsable et on est reçu, contrairement à Paris où là, il Ouais. faut appeler l'assistante de l'assistante, passer la barrière téléphone, etc., etc. Donc finalement, et j'en profite pour avoir un petit aspect positif de faire du business en Guadeloupe, le côté accessibilité, le côté je vais prospecter soit mon client ou prospecter mon fournisseur est beaucoup plus facile finalement en Guadeloupe. Ça, c'est le premier bon point pour faire du business aux Antilles, je dirais. Bah La ouais. question que je me pose dans ton business model, parce que Mhm. c'est ça aussi qui va être intéressant, c'est ta matière première pour créer ton produit. Comme tout, demain, je suis producteur de cosmétiques, j'achète ma matière première. Mhm. Mais on peut le voir d'une autre manière par rapport à ton produit, parce que on peut dire que tu débarrasses les gens de leurs déchets. Donc, il y a le côté un peu éboueur. Donc, les gens payent pour être débarrassés de leurs déchets. Donc, Exact. enfin, quel choix tu as fait? Est-ce que tu payes ta matière première ou est-ce que tu te fais payer pour débarrasser les déchets des autres? Alors, c'est peut-être idéologique, mais pour ma part, je pousse vers payer. Absolument. Je considère que, tu sais, j'ai vu ça récemment dans le milieu de la musique, c'est un gars qui disait, ouais, il a payé la prestation du featuring, etc. Et il voulait absolument que le gars, il fasse ça consciencieusement, le travail, etc. Et on a la même logique, on se dit, tu vois, on reste dans les déchets, on a les poubelles jaunes, les poubelles vertes pour faire le tri. Bon, on n'est pas payé pour faire le tri. C'est entre guillemets, si tu veux faire le tri, tu le fais. Mais je pense que si on payait les gens pour vraiment faire le tri, il y aurait certainement moins d'erreurs. Et bien, dans cette même logique, que ce soit le chanteur ou le tri des déchets ménagers, on fait la même chose avec la bagasse. Au début, forcément, ils nous l'ont donné pour faire des essais. Mais à terme, on espère que ça va prendre en valeur, que ça deviendra de moins en moins un déchet et de plus en plus une matière première. Et en fait, lui donner du prix, un prix, ça
ça permet de placer cette bagasse, cette matière première, sur aussi une échelle de qualité. Entre guillemets, plus elle coûte cher, plus elle est qualitative. C'est très grossier, hein, c'est pas forcément aussi direct, mais c'est un peu l'idée. Et tu vois, Parce qu'il y a une différence entre les différents types de bagages, c'est ça? Ou c'est juste un exemple? oui, si on rentre dans le domaine très technique de la bagasse en elle-même, tu as des milliers d'espèces différentes, taux de sucre, taux d'humidité, température, longueur des fibres. Donc tu vois, ça, tu rentres dans un domaine dans le domaine. Euh, Sans même aller jusque-là, tu peux tout simplement te dire, il y a des mecs, des distilleries qui vont stocker la bagasse à l'air libre, elle va prendre la pluie, un mec peut rouler dessus avec de la boue dans ses roues, ou au contraire sécurisé avec un préau, ventilé. Et tout ça, tu vois, ça a une influence. Derrière, ça va jouer sur notre rentabilité, notre capacité à produire vite et bien ou pas. Donc, est-ce qu'il vaut mieux mettre un peu plus d'argent en amont pour que derrière tout se passe bien et que ce soit fluide, ou au contraire se dire bon, on n'en a pas besoin, par contre potentiellement il y aura des petits problèmes en aval. Ça, c'est des réflexions qui, pour ma part, quand il s'agit d'approvisionnement, on essaye de monter en qualité pour que on puisse se focaliser et se dire ok, tout ce qu'il y a eu avant notre production, c'est un certain niveau d'exigence, on sait à quoi s'attendre, on n'aura pas de surprise. C'est assez important en ce qui nous concerne. C'est comme ça qu'on voit les choses. Ça a un impact sur le prix, mais tu peux le vendre. Tu peux dire, ah oui, c'est cher, mais parce que c'est de la qualité. Normalement, non, ça passe. À moins qu'on soit en crise énorme, tu peux t'en sortir. Et puis, ça te permet peut-être, alors je ne sais pas quel est le choix de tes, entre guillemets, concurrents pour la bagasse, mais aussi de te différencier, peut-être, d'assurer ton approvisionnement. Ouais, exact. Ça permet de te différencier. Et tu vois, ça peut même amener au niveau des producteurs de bagages un avantage. Je dis n'importe quoi, mais si tu as, si tu as un entrepôt logistique juste pour la bagasse, peut-être que la distillerie, elle va être heureuse parce qu'elle se dira, bon, la bagasse, je produis, ça va dans l'entrepôt et tu vois, Emerald s'en charge, j'y pense plus. Et peut-être que c'est ça qui est très important, là même du côté économique, hein. Donc il y a des choses comme ça qui rentrent en compte. Et en ce qui nous concerne, on a fait le choix, enfin ça s'oriente plus vers payer la bagasse et amener de la qualité au gisement. Et donc, du coup, là, tu as passé toutes les phases de test. Tes produits sont homologués, ont les agréments nécessaires. Sur la partie commerciale, donc tu vends où, quand, combien, comment ça s'est passé les discussions avec les distributeurs? Est-ce que c'est toi qui distribues ou est-ce que tu vends, je dis n'importe quoi, je vais citer plusieurs marques, Weldon, Bricorama, But, machin, etc. Enfin, je sais pas, toutes les marques de distribution, justement. Comment tu gères cette partie-là? Peut-être comment tu as abordé le suivi avec tes distributeurs déjà? Comment tu as été reçu? Comment se sont passées les négociations? Alors, les distributeurs sont des acteurs très importants. Ici, tu vois, on a Bâtir, on a Gedimat, on a Pomat, Cotrel, moi, je pense à eux principalement, et tu as d'autres distributeurs un peu plus locaux, mais je pense à eux principalement. Ça se passe très bien. Vivre en bois également, par exemple, des entreprises comme ça voient l'intérêt parce que alors certes, c'est une production locale, ça va dans le sens marketing. Économiquement aussi, elles peuvent certainement réaliser des marges intéressantes. Et puis, je pense que je pense que c'est normal dans le schéma. Tu regardes comment ça se passe. Si tu vas aller viser de la masse, il te faut beaucoup de capacité de vente, beaucoup de capacité de stockage. Nous, en tant qu'industriel, on n'a pas forcément, enfin, c'est pas forcément le métier, tu vois. C'est aussi ça. Il y a un métier de distributeur, de producteur, pardon. Donc ça, je pense que c'est les bases. Maintenant, la réalité de l'innovation et, je dirais, de surcroît ici, fait que c'est pas possible de directement, tu innoves, tu vends en passant par les distributeurs, parce que les coûts intermédiaires s'accumulent et que donc économiquement, ça ne va pas forcément être viable pour nous, pour eux aussi. Mais il y a aussi une phase très importante qui est la récolte des retours d'expérience client.
Si tu passes par un distributeur au lancement comme ça, tu as un intermédiaire entre le client final et toi, et on est encore dans une phase de rodage commercial aussi, voire même de produits, même si on a des agréments, etc. Il faut étoffer l'offre, etc. Donc, tu vois, ça fait un peu pigeon voyageur. Alors, même si c'est des experts, c'est quand même un intermédiaire qui peut amener du bruit, enfin comment je peux dire ça, interférence. Donc, pour nous, c'est important d'être en direct avec nos clients. On fait l'effort en ce sens. Donc, on a travaillé avec tout le monde à ce jour. On a au moins fait une opération avec des particuliers directement, avec des particuliers qui ont des archis, avec des installateurs, avec et sans architectes, avec des distributeurs pour du public. Tu vois, on a essayé pour des bailleurs sociaux, on a vraiment essayé de mailler un peu tout le monde pour voir quel canal, quel coût, quel temps, quelles attentes, etc. Et tu vois, aujourd'hui, on se rend compte que notre matériau, il a un marché tout tracé, c'est celui je dirais, par exemple, les hôtels de luxe, les hôtels éco-resort, parce que ce sont des ouvrages qui vont rechercher des certifications haute qualité environnementale. Notre matériau, il permet d'obtenir, il participe à l'obtention de ces certifications haute qualité environnementale, et parce qu'il est fabriqué localement, parce qu'il est naturel, parce qu'il est durable. Et c'est un investissement. Si tu veux, quand tu regardes le rapport qualité-prix pour ce type d'ouvrage, ça vaut le coup. De la même manière, tout ce qui va être collège, lycée, donc là, tu es plus sur même logique. Tu peux, euh, pour le client final, donc la collectivité, tu peux aller rechercher des financements encore plus facilement lorsque tu intègres ce type de matériaux, parce que tu es dans la tendance. Le gouvernement aide énormément. Tu n'as pas encore ces mêmes genres d'incitations pour les particuliers. Nos matériaux sont malgré tout primés, et donc EDF peut amener une prime parce que c'est de l'isolant et que donc tu as les aides à la rénovation énergétique, mais tu n'as pas le bonus production locale, donc aide économique. C'est encore une fois comme le mec qui va trier ses déchets ménagers, s'il a cet état d'âme, cette conscience de vouloir booster l'économie locale, il peut le faire. Donc c'est un acte citoyen engagé, mais il n'y a pas d'incitation financière. Et donc, pour l'instant, en tout cas, le marché, je pense, hein, qu'on devrait adresser n'est pas encore celui du particulier, sauf cas exceptionnel, sauf vraiment engagement. Donc, c'est pas plus mal parce qu'on n'a pas non plus les capacités de production qui permettraient de proposer l'offre si la demande était équivalente. Donc, je pense que ça va avec, tu vois. Ça va avec. En tout cas, pour l'instant, on a une capacité de production qui permet de répondre à la demande au moins des chantiers, donc les grands chantiers, luxe, tout ce qui peut être lancé par la CTM, les bailleurs sociaux et les collectivités, comme je te disais, plus quelques particuliers, quelques villas ou des projets d'architectes. Mais c'est pas encore, et ça, je pense que ça sera compliqué de concurrencer les laines de verre ou laines de roche qui sont malgré tout importées, qui restent efficaces et à bas prix en fait, parce que les mecs produisent des millions de mètres carrés chaque année et cette économie d'échelle, on ne peut pas la concurrencer, c'est même des milliards de mètres carrés par année. Donc tu vois, c'est pas l'écart est encore trop, sera toujours trop grand. Donc, Mhm. actuellement, ta cible, donc ta clientèle, sont plutôt c'est du B2B finalement, des professionnels, des installateurs, comme tu disais, des architectes pour des projets un peu plus volumineux, style hôtel de luxe, villa de luxe, etc. Et également tout un côté collectivité locale sur en fait, les bâtiments publics. Donc ça, Exact. c'est top. Une question sur ta productivité, justement. Donc, en combien de temps tu as réussi à avoir, enfin, je ne sais pas combien tu en es en termes de production de panneaux. Tu en produis combien par an à peu près? Alors aujourd'hui, on peut en produire 1000-1500 mètres carrés par mois. Et on espère qu'on pourra augmenter encore ce rendement dans les mois et dans les mois à venir. En fait, quand on a choisi de faire un démonstrateur industriel, on n'est pas sur des volumes incroyables. On a fait le choix parce qu'on ne voulait pas, euh, justement, on ne voulait pas donner notre pouvoir de décision, donc à travers le céder du capital, concrètement. On ne voulait pas céder de part pour financer quelque chose plus rapidement.
mais quelque chose sur lequel on aurait beaucoup moins la main. Tu vois, typiquement, pour faire ça, il aurait absolument fallu pour aller plus vite et tout de suite avoir une usine, il aurait fallu qu'on signe, je pense, tout de suite des contrats avec les distributeurs, aussi sur les appros, nous engager sur des volumes qui nous auront, selon nous, limités sur notre stratégie. En fait, on aurait dû faire le choix d'une seule stratégie pour la rentabilité, et pas forcément pour la qualité de l'offre. Donc, ça n'allait pas selon nos convictions. Donc, du coup, vous avez en fait choisi, et ça c'est intéressant, d'avoir un développement peut-être un peu plus lent, mais un développement qui est maîtrisé et qui comment dire, va pouvoir vous permettre, avec le temps, d'avoir une diversification en termes de produits, c'est ça? Bah, nous, c'est ça, c'est ce sur quoi on mise. Alors, il faut savoir qu'on est, en ce qui me concerne, je suis lauréat Réseau Entreprendre. Donc, Réseau Entreprendre, un réseau d'entrepreneurs national, mais qui a une entité en Martinique, en Guadeloupe aussi. Donc, ce sont des chefs d'entreprise bénévoles qui accompagnent d'autres chefs d'entreprise. Donc, clairement, le sujet levée de fonds, il fait sens que s'il y a des garanties en face et des vraies garanties commerciales. C'est quelque chose que je pense qu'on avait minimisé dans notre première approche. Et le fait d'avoir eu ces conseils de personnes qui savent, ça change beaucoup de choses. Ils nous ont fait plus comprendre que rentabiliser la chose, faites grimper la trésorerie, on ne sait jamais, apprenez. Lorsque l'opportunité commerciale se fera sentir, normalement, elle sera financée. Parce que si elle est à ce point vérifiée, elle sera facilement finançable. Il n'y a pas trop à forcer les choses dans ce sens. Sauf cas exceptionnel et prise de risque aussi qui va avec. Donc il y a un peu de ça, il y a un peu de ça aussi. Peut-être que au début, on n'avait vraiment rien à perdre et on a de plus en plus, on a un petit quelque chose à perdre aujourd'hui. Donc ça fait que comment dire, ça rend un petit peu plus prudent. Il y a aussi un peu de ça. Alors, tu as mentionné le réseau Entreprendre en Martinique. Je voulais justement qu'on parle un petit peu de l'environnement entrepreneurial aux Antilles et en Martinique en particulier. Parce que j'ai eu plusieurs objections de la part de différents entrepreneurs remettant en cause justement le rôle parfois des banques ou le rôle de la CCI, le rôle en fait, de l'État, de la région, etc. Comment toi, tu as ressenti, vécu, et quel est ton retour d'expérience par rapport à tout ça? Est-ce que, bon, évidemment, toujours, les choses peuvent toujours être améliorées, mais est-ce que pour l'instant, justement, les choses vont vraiment... Enfin, est-ce que tout le monde a le même objectif, c'est-à-dire faire grandir des sociétés, des entreprises locales pour, déjà, parce que apparemment, enfin, ça devrait être un objectif politique de faire baisser le taux de chômage. Est-ce qu'on est dans ce sens-là vraiment une volonté ou est-ce que c'est que apparence? Compliqué pour moi de répondre parce que non, bon, j'ai mon avis personnel. Tu vois, mon avis personnel, c'est que oui, je pense que vraiment tout le monde a cette volonté. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu et je me dis, ça ne doit pas être simple de, tu sais, vouloir à la fois, je sais pas moi, diminuer le taux de chômage et augmenter ci ou baisser ça. Ça ne doit pas être simple. Donc, après, la matérialisation est compliquée. En tant qu'entrepreneur et je me bute dans ce qu'on fait. J'essaye d'être excellent dans tout ce qu'on fait. Donc, je me suis plutôt appliqué le mantra qui est, quel que soit le courant politique, les problèmes, les crises, si ça suit, bon, il faut avancer. Et un peu faire abstraction de tout ça. Tu vois, là, typiquement, il y a grève. Ok, il y a ma partie qui se dit pour quelle raison il y a grève, quel est le fond du problème et qu'est-ce qui est défendu. Et d'un autre côté, je me dis, bon, il faut absolument que je prenne en compte la grève pour que ça continue de tourner, que les clients soient livrés, que la production ne s'arrête pas, que les appros, etc. Donc, pour moi, c'est la même chose. Tu vois, il y a énormément d'acteurs, de partenaires. Tu as Village by CA, qui est un incubateur que le Crédit Agricole finance. Et typiquement, on a été incubé et je suis persuadé que ça nous a aidé pour discuter plus rapidement avec les bonnes personnes lorsqu'on a eu besoin de faire des prêts bancaires. Initiative Martinique, active, pareil. Ils sont passés une fois au village, j'étais là, où
je les ai eu au téléphone, je les ai vus dans un annuaire et je me suis déplacé. Je veux dire, il y a un peu, les organismes sont là. Maintenant, est-ce que c'est à toi d'y aller ou est-ce qu'ils vont venir? Bon, les plus actifs viennent à toi. Typiquement, ils font des concours. Donc, on entend parler sur les réseaux. Tu peux te rapprocher d'eux. Il y a plein d'autres organismes. Je sais qu'il y a des réseaux plutôt pour les femmes, pour les personnes en difficulté, pour ceux qui ont raté, qui ont eu un échec, ils ont fait une faillite, ils rebondissent, tu vois, avec 60 000 rebonds. Plein d'associations qui existent, Réseau Entreprendre, etc. Donc après, c'est plus une question de, il faut savoir toi ce que tu veux. Tu vois, nous, par exemple, on voulait absolument Réseau Entreprendre au début, comme beaucoup de gens, je pense, pour le côté financier. Parce que c'est un prêt d'honneur, ça fait levier, etc. Et la vérité, 90% de l'accompagnement, c'est ça le truc. L'argent, c'est cool, mais les conseils, ça n'a pas de prix. Et vraiment, et c'est pas pour faire genre, hein, je pense qu'on a évité des vrais problèmes parce qu'on a écouté leurs conseils. Parce que les mecs ont 50 ans et ils sont passés par là. Donc ils te disent, fais gaffe. Et tu vois, c'est simple. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut rechercher. Il faut se dire, bon, enfin, je donne des conseils, mais c'est parce que vraiment, je m'en suis rendu compte. Hein. Euh, Quelqu'un a déjà fait la chose à ta place, il a déjà expérimenté, il a eu les bons côtés et les mauvais. S'il peut te dire voici quelques bons et mauvais côtés et que tu t'en l'aurais, logiquement, ça t'évite. C'est mieux que d'avoir dépensé 10 000 euros, quoi, entre guillemets. Il te fait gagner du temps, en fait, grâce à Ah, son expérience. et ça, c'est important. Donc, il y a tout. Ici, il y a la Technopole Martinique. Je sais qu'il y a la Technopole Innova en Guadeloupe. C'est la même logique. Les équipes de Monsieur Gestel ici, elles ont fait un petit document qui est une espèce de synthèse des étapes que tu es censé rencontrer lorsque tu développes un projet technologique. Et ben, tu les suis, mais t'es méchant. Tu te dis, ah ouais, en fait, cette étape-là, c'est pas un, comment dire, c'est pas un livre, une recette. C'est plus une tendance, une idée. Tu sais que à ce moment-là de ton développement, tu devrais être en train de penser à tes prototypes. Si tu ne pas, c'est que soit tu n'es pas à ce niveau-là, soit tu as un problème. Et juste ça, tu vois, ça t'amène à des petites réflexions qui font que tu optimises, etc. Et que logiquement, quand tu arrives à la fin de toute une étape de développement, bah, soit tu peux passer à celle d'après, soit tu dis, ah, en fait, non, il faut que je solidifie ce point. Parce que c'est très global et au début, je pense que c'est les fondations qui sont très importantes, mais si tu développes tout je dis le relationnel, les ressources humaines, mais que tu oublies de baquer ton entreprise financièrement ou que la structure ne va pas, ben, ce qui se passe, c'est que l'étape d'après, elle va arriver. Tu auras une offre incroyable, un client qui sort de je ne sais où, et ça nous est arrivé, tu vois, on a une offre de 40 000 euros, on n'avait pas la capacité de production, alors que commercialement, juridiquement, on avait fait le travail, on s'était mis au niveau, mais on n'était pas capable de fournir. Donc là, ben, tu as le seum, tu te dis, ouais, je m'assois sur la commande, je m'assois sur la création d'un partenariat, sur une référence. Enfin, putain, ça fait mal. Donc, les partenaires, ils sont personnellement là. La CCI nous a aidés. Concrètement, sur tout ce qui est sport, je dirais, ou formation, vente, commercial, marketing, études de marché, la CCI, je trouve qu'ils sont vraiment bons. Ils nous ont beaucoup aidés. Ils sont aussi très présents, ils se déplacent. Tu vois, il y a Salon de l'entrepreneuriat, quelques événements au village Baïséa, ils sont présents. Tu as, alors les banques, forcément, les banques sont visibles. Les banques sont visibles et elles n'hésitent pas. Il faut vraiment leur dire, bon, en gros, voici mon projet, voilà la somme que je demande. Limite, challengez-moi, quoi. Et, euh, Donc et finalement, par rapport à l'idée qu'on se fait de l'entrepreneuriat aux Antilles, où c'est possible seulement pour les autres, pour ne pas dire pour les blancs, entre guillemets, c'est plus une question en fait de savoir-faire. Quand tu as un projet, je il faut pense, savoir le structurer, il faut savoir le présenter, il faut savoir le vendre. Est-ce qu'on est plus sur cette question-là en fait et pas du tout sur une question raciale en fait, parce que c'est vraiment ça euh, bah, le moi, je fantasme, on va dire, ou la réalité de certains. Enfin, je sais pas. non, je peux pas répondre je peux pas répondre en disant ouais, 100%, c'est sûr, il n'y a pas de race, de question raciale. C'est possible, parce que malheureusement, je connais l'homme un petit peu. J'ai été en Alsace pour mes études. J'ai découvert des choses, tu vois, enfin, comme beaucoup de gens.
En France, tu prends la réalité, tu sais qu'il y a du racisme, etc. Pour moi, il peut y en avoir. Je pense simplement que c'est avant tout de l'ignorance, de la méconnaissance de l'un envers l'autre qui crée Mm. ça. Tu vois? Je me dis, même si je suis noir, je vais voir que des blancs, et que j'arrive et que dans ma tête, ils sentent que j'ai réfléchi à la chose, je peux discuter avec eux de la chose qui importe ce jour, c'est-à-dire, je sais pas moi, est-ce que je peux acheter le terrain là, ou est-ce que je peux financer ci, est-ce que je peux récupérer la bagasse, est-ce que vous voulez acheter mon panneau? Bref, que ce que je dis, c'est censé. Pourquoi le mec, à un moment, si ça marche vraiment, s'il a vraiment un intérêt à ce que ça marche, Mm. pas de raison, tu vois, pas de raison. Après, c'est sûr, il faut pas, et c'est là où peut-être j'en ai pas parlé tout à l'heure. Moi, je ne Mm. suis pas allé voir un docteur en sciences des matériaux qui est millionnaire et qui a travaillé auparavant chez Saint-Gobain pour lui Mm. dire, bon, mec, voici mon projet de A à Z, t'en penses quoi? Ouais, je ne vais peut-être pas non plus aller dans la. Voilà, je vais peut-être pas lui amener le projet tout fait, tout cuit. Il faut faire gaffe, c'est sûr. Mais je pense que c'est pas une question raciale. Je pense que c'est c'est la vie, Là-bas, ça. tu es chinois, tu es japonais, tu es australien, tu es brésilien, tu ramènes. Enfin, oui, c'est pour ça qu'on se protège. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des clauses de confidentialité, Carrément. de non-concurrence, etc. Enfin bref, donc tout le monde se protège. Il faut savoir se protéger Ouais, pour pas se faire piquer un bon projet. Même si, encore une fois, et j'ai fait une vidéo là-dessus, si on arrive à te piquer facilement ton projet, c'est que tu n'étais pas essentiel. Il y a aussi ça. il y a de ça. Il y a de ça. Et est-ce que le feeling rentre en compte? Donc, que ce soit racial ou, je sais pas moi, t'es Mm. une femme, t'es petit, enfin, qu'importe le truc. Euh, au pire, hein. Donc, ça marche pas avec cette personne. C'est quand même rare que tu sais, ce soit le seul chemin, l'unique chemin. En général, tu rencontres Mm. passer ailleurs. Genre, on a parlé à peut-être 6-7 banques. On a bossé deux Mhm. fois avec une même banque, mais on aurait pu le faire avec d'autres. On a choisi une partenaire distillerie, on a choisi la Martinique, on aurait pu aller en Guadeloupe, à La Réunion. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Après, c'est des choix. Je pense Mm. que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais, tu vois, la Martinique nous avait dit non, ben, on serait allé en Guadeloupe. Si la Guadeloupe nous avait dit non, on serait allé en Martinique. Et s'il avait fallu finir au Suriname, ben, il y a moyen qu'on aurait fini au Suriname. Mm. À un moment, il y a de ça, hein. Ok. C'est ça, c'est que c'est pas parce qu'une personne te dit non qu'il faut évidemment arrêter. Enfin, Euh, L'interview va quasiment toucher à sa fin. J'aime poser enfin, cette question. Si demain tu avais les pleins pouvoirs, tu étais président de la France, ouais, quoi. euh, quelles seraient tes deux mesures pour justement débloquer tout le potentiel économique de la Guadeloupe, de la Martinique, des Antilles, des Dom-Tom en général, j'ai envie de dire. Une ou Wow. deux. Je pense que, bah, alors moi, je serais peut-être pas un bon président sous mon mandat, mais j'essaierai de penser le futur. Je pense que ça passe par l'éducation en majeure partie, tu vois, et que si les mandats étaient peut-être un petit peu plus longs, tu vois, que les gens avaient le temps de créer une vraie forme niveau éducation et que bah, les enfants, ensuite, en grandissant, en gros, il y aurait 25 ans de mandat, tu vois, que tu verrais les fruits. Je Mm. pense que ça serait bien. Donc, ce serait pas de rallonger le mandat. Parce que 25 ans, en fonction de qui est en tête, ça fait long, là, déjà. Voilà. Là, je crée une autocratie, c'est fini. Mais non, c'est surtout de pouvoir, je pense, dès l'école le plus tôt possible, ben justement, tu vois, cette espèce d'éducation financière, économique, pour moi, Mm. elle fait sens que tu sois business ou pas, parce que tu es dans un monde où il y a de l'argent dans tout, et dans les échanges, tout est capitalisé. Donc, Mm. si tu joues à un jeu et que tu ne maîtrises pas la règle principale, en tout cas l'une des règles principales, ben, je vois pas comment tu peux juste gagner. Et pour moi, ça serait ça. En tant que président, il faudra absolument réformer pour que dès les toutes petites classes, il y ait des notions économiques qui rentrent en jeu. Alors, c'est peut-être pas cool, c'est peut-être chiant même, mais ça me paraît nécessaire, hein. Ça me paraît nécessaire et je pense que de ça, je fais confiance. Guadeloupe, Martinique, Guyane, tous les ultramarins, on est très très forts, très très doués. J'ai aucun doute, ça se fait, hein, ça se fait naturellement. D'ailleurs, on a énormément de compatriotes ultramarins qui sont juste exceptionnels. Ils sont juste pas forcément tous
Ici, ils sont à l'étranger ou en France, c'est tout, hein. Mais il y a le talent, quoi. Il y a le talent, la qualité, c'est sûr.